Sébastien Krebs. Et c'est l'heure de l'interview politique. Audrey Crespo-Mara, vous recevez la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Depuis le début de la canicule, vous répétez sans relâche les mêmes conseils de prudence aux Français. Si cette vague de chaleur faisait des victimes, vous sentiriez-vous malgré tout responsable ? Responsable, peut-être que j'aurais l'impression que nous n'en avons pas encore fait assez, mais sincèrement, tous les services de l'État sont mobilisés aujourd'hui. Tous les ministres, dans leur champ de compétences, avec les publics qui sont les leurs, se sont mobilisés. Je pense à Muriel Pénicaud dans le monde du travail, qui a fait passer un certain nombre de consignes aux entreprises. Je pense évidemment à Jean-Michel Blanquer, qui a fait passer des consignes aux enseignants et qui est en train évidemment de reporter le brevet. Je pense à Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui a fait passer des consignes aux associations sportives. À Julien de Normandie pour les SDF. Donc voilà, tout le monde est sur le pont. Hier, le Rassemblement national a tenté de lancer une polémique en vous reprochant d'en faire trop, de faire trop de com'. Alors, en réalité, la com a évolué. Nous savons que les personnes âgées aujourd'hui, notamment dans les EHPAD, ont bénéficié des plans canicules et les EHPAD sont très bien équipés aujourd'hui pour protéger les personnes âgées, mais on se rend compte que la mortalité a évolué parce que le grand public en fait ne prend pas de précautions. Souvent les gens sont dans le déni, continuent à faire du sport, et donc c'est une polémique inutile parce que tant qu'il y aura des morts et des morts inutiles liées à la canicule, je pense que mon travail est de rappeler les consignes et de faire en sorte que tout le monde les applique. En multipliant les conseils de prudence, on a l'impression que les ministres se comportent avec les citoyens un peu comme des parents avec leurs enfants. Est-ce que c'est le rôle de l'État ? Non, c'est de l'information. En réalité, je pense que beaucoup d'entre nous n'avaient pas réalisé qu'il y avait eu beaucoup plus de noyades l'année dernière en période de canicule parce que tout simplement les enfants, les jeunes, les adultes se rapprochent des cours d'eau pour se rafraîchir et que le risque de noyade est augmenté. Je suis obligée de le dire, c'est une information. Mais depuis la canicule de 2003, qui a fait plus de 15 000 morts en France, je le rappelle, on a l'impression que tous les ministres de la Santé sont angoissés quand la température augmente. Non, je ne suis pas angoissée. Il y a un plan canicule que je dois mobiliser. C'est ce que je fais. D'ailleurs, je l'avais préparé au mois de juin avec toutes les parties prenantes. J'ai besoin évidemment des maires qui se mobilisent avec les centres d'action sociaux qui appellent les personnes âgées à domicile ou les personnes handicapées. J'ai besoin évidemment du ministère de l'Éducation nationale. J'ai besoin de tout le monde. Et ce plan nécessite à chaque fois qu'on rappelle les consignes pour que tout le monde se sente concerné. Hier, le patron du syndicat des directeurs d'EHPAD, Pascal Chambert, a estimé que si la vague de chaleur se poursuivait jusqu'à la fin août, elle provoquerait la mort de 5 à 7 000 personnes. Est-ce que la ministre de la Santé trouve ça crédible ? Alors, je n'ai pas fait ces calculs et puis ça dépend évidemment de la température nocturne, mais il ne faut pas se leurrer, des vagues de chaleur intenses, même si l'on prend énormément de précautions, chez des personnes très fragiles ou malades, peut entraîner des morts prématurées. Donc il ne peut pas y avoir 0 mort à l'issue de cette canicule ? Il ne peut jamais y avoir 0 mort à l'issue d'une canicule, notamment chez des personnes très âgées et très fragiles. Mais on ne peut pas évaluer ? En tous les cas, je ne l'ai pas fait parce que ça dépend évidemment de la température et du temps et de la prolongation des épisodes caniculaires. Mais en réalité, nous essayons de prévenir au maximum, mais que chez des gens de 90 ans très fragiles, évidemment, cela aggrave la situation. Agnès Buzyn, alors que la canicule frappe la France, la grève des urgences ne cesse de prendre de l'ampleur. Et depuis ce matin, les sapeurs-pompiers sont de la partie. Ces mouvements sociaux risquent-ils d'aggraver le sort des victimes de la chaleur ? Ce sont des mouvements sociaux qui, dans les métiers qui sont les leurs, c'est-à-dire les pompiers ou les soignants, s'expriment en mettant un brassard, mais les gens viennent tout de même travailler. Forcément. Par exemple, lundi soir, toutes les infirmières des urgences de l'hôpital de Besançon se sont mises en arrêt maladie pour 15 jours. Est-ce que vous concevez qu'elles puissent être épuisées à force de travailler en sous-effectif ? Elles peuvent évidemment être fatiguées et je suis absolument convaincue que certains soignants sont épuisés du fait du rythme, évidemment. Et puis il faut savoir aussi que le travail aux urgences est éprouvant psychiquement. On voit des cas terribles, on voit la douleur des gens, on voit des choses très difficiles. Ça peut être très difficile pour un jeune soignant, même un soignant plus âgé d'ailleurs, de subir ça au quotidien. Donc, je pense qu'à l'échelon individuel, c'est tout à fait normal que des gens à un moment se mettent en arrêt de travail,
soit fatigué et Il ne exprime... dévoie pas l'arrêt de maladie, comme Mais vous avez quand laissé entendre à la Riboisière. Et quand 15 personnes le même jour décident de se mettre en arrêt de travail, c'est autre chose. On signe autre chose. Donc, C'est-à-dire, voilà, on signe quoi? on signe la volonté de faire connaître les difficultés. C'est plus... Et c'est légitime aussi. Et c'est légitime aussi. Moi, je pense qu'ils mettent quand même en situation difficile leurs collègues qui ont été amenés à poursuivre leur journée de travail après 12 heures de travail et qui ont été obligés de continuer dans la nuit parce qu'ils ne peuvent pas laisser un service d'urgence vide. Je pense qu'il y a d'autres moyens de revendiquer, notamment parce que nous avons largement écouté les revendications des urgentistes et des personnels soignants aux urgences et nous avons apporté des solutions et nous allons encore en apporter. Que vous avez annoncé, c'est une enveloppe de 15 millions afin de renforcer les effectifs des urgences pendant l'été. Oui, pour les 2 mois qui viennent. Voilà, les 15 millions, ça correspond à un seul poste par hôpital. Oui, mais tous les services ne sont pas du tout en difficulté. Il y a des services d'urgence dans des zones assez rurales où le nombre de passages est faible, où on est à 2 passages aux urgences par heure, et ce sont des services qui ne réclament pas de personnel supplémentaire. Donc attention, on ne peut pas faire ce calcul macroscopique. En fait, il faut aider les services qui sont en surchauffe parce qu'il y a énormément de passages. Au total, vous débloquez 70 millions d'euros pour résoudre le conflit social aux urgences. Mais le mouvement social continue de s'étendre. En fait, Est-ce que cette somme ça n'est pas tout à fait cela. En fait, je débloque une enveloppe immédiate pour pouvoir recruter du monde là où il y a des tensions et un manque de personnel. Et ça, c'est pour les 2 mois qui viennent, notamment parce qu'il y a des départs en vacances et que certains services sont en tension. Et au-delà de ça, j'ai mis en place une prime de risque, parce que le travail aux urgences est particulièrement éprouvant, les menaces, les incivilités. Et donc, je tiens compte de cette spécificité. C'est une prime de risque qui représente 100 € de plus par mois. 100 € net de plus par mois pour tous les personnels non médicaux. Et il demande 300 € d'augmentation de salaire. Hein. Donc là, c'est 100 € de prime par mois. Et puis, donc c'est 55 millions tous les ans, évidemment, parce que cette prime est pérenne. Ce n'est pas une prime unique, one shot. C'est vraiment tous les mois sur le long terme. Et puis, j'ai débloqué également des budgets pour rénover les services d'urgence. Beaucoup. Et vous annoncerez d'autres choses? Vétustes, beaucoup sont trop petits et on doit les aider à se moderniser. Vous annoncerez d'autres choses? Oui, puisque la mission sur les urgences est en cours. Et donc, j'attends une remontée de propositions du professeur Carly et du député Thomas Mesnier qui doivent me faire leurs propositions dans les 2 mois qui viennent. Agnès Buzyn, une enquête parlementaire choc sur la radicalisation dans les services publics, parmi lesquels les hôpitaux, est rendue publique aujourd'hui. Quelles sont les mesures prises dans les hôpitaux quand on est confronté à des soignants qui sont radicalisés ou à des patients qui sont radicalisés? Alors, les soignants, il y en a peut-être, mais les cas ne me sont pas remontés. Donc, j'imagine que les directeurs d'hôpitaux gèrent au cas par cas la situation. En tous les cas, je n'ai pas de signal d'alerte dans le monde hospitalier, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ça ne doit pas être un phénomène de grande ampleur. Et concernant les patients, est-ce qu'on peut lever le secret médical quand on est confronté à un patient radicalisé? Les règles sur le secret médical sont très claires. On peut déroger au secret médical quand un patient met sa propre vie en danger ou en danger celle des autres. Donc, on reste dans les règles de dérogation du secret médical. Donc il y a suffisamment de règles en place. Oui, absolument. C'est faisable. Si un soignant pense qu'un patient radicalisé va passer à l'acte, il peut tout à fait le signaler. Merci Agnès Buzyn. Je vous en prie.